Louis McFadden, membre du Congrès et président d'une commission sur les banques au moment du krach, déclare « La Grande Dépression est un événement intentionnellement causé par des banquiers internationaux qui ont créé une situation désespérée qui leur a permis de sortir de cette crise avec les pleins pouvoirs sur nos vies. » Un mémo a circulé avant la chute du marché boursier. Tous les gros joueurs, les initiés si on veut, se sont retirés du marché à temps. Pendant 4 ans, ils ont tout liquidé. Ils avaient donc de grandes quantités d'argent liquide au moment du krach, ce qui leur a permis d'acheter des compagnies importantes pour quelques dollars. Le gendre de Franklin Roosevelt décrit ainsi la Grande Dépression. C'est le pouvoir financier mondial qui a dépouillé délibérément le public en provoquant un manque soudain d'argent à court terme sur les marchés de New York. Un des initiés, Joseph Kennedy, a vu sa fortune passer de 4 millions en 1929 à plus de 100 millions 4 ans plus tard. Tout comme aujourd'hui, la presse américaine cache certains faits. Ces scènes d'émeutes n'ont jamais été montrées auparavant. Les caméramans ont fait leur travail, mais ces images n'ont jamais été diffusées aux actualités. On contrôle l'information depuis longtemps en Amérique. On ne se prive pas cependant pour diffuser des nouvelles plus frivoles. Heureusement, des personnalités populistes comme le président Andrew Jackson, William Jennings Bryan et le père Charles Coughlin ont assez de courage pour dénoncer les faits. May I remind our president with all due respect that not one of these soldiers cast a ballot on that fateful Good Friday night in the spring of 1917 to force a peace-loving nation like ours to take up arms for the profiteers and the exploiters of mankind. Durant la dépression, le pire ennemi des banques est Huey Long. We've tried the Republican Party, we've tried the Democratic Party, then we've gone back and tried the Republican Party, and now we're back trying the Democratic Party. And unfortunately, whenever we get into power with either one of these parties, we find that the one crying need of our people, the redistribution of wealth, so that none would be too poor and none would be too rich, is always neglected by the party that is in power. How many men ever went to a barbecue and would let one man take off the table what's intended for 9/10 of the people to eat? The only way you'll ever be able to feed the balance of the people is to make that man come back and bring back some of that grub he ain't got no business with. Cependant, l'assassinat est un outil politique que ces fameux initiés connaissent bien. Prenons l'exemple du président Jackson, qui était le principal opposant à une banque centrale privée à cette époque. Un assassin s'est présenté devant lui et lui a mis 2 pistolets sur le ventre. Il a tiré, mais les 2 pistolets se sont enrayés, ce qui a sauvé Jackson. On a appris par la suite que l'assassin avait des liens avec les banquiers internationaux. C'est intéressant de noter que si les livres d'histoire ne s'attardent pas beaucoup à ce problème des banques, Jackson, lui, considérait que c'était l'une de ses réalisations les plus importantes. En fait, il a même fait écrire sur sa pierre tombale « J'ai tué la banque ». Après la guerre civile américaine, le chancelier allemand Otto von Bismarck fait la déclaration suivante. La division des États-Unis a été orchestrée par les pouvoirs financiers d'Europe. Ils avaient peur que les États-Unis anéantissent leur domination financière sur le monde. Ils voyaient un grand avantage à faire affaire avec 2 démocraties affaiblies par leurs dettes plutôt qu'à une république forte et indépendante. Abraham Lincoln est conscient de cela et fait tout en son pouvoir pour préserver l'Union. Mais pour y arriver, il a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Il fait appel aux banquiers de Wall Street qui lui demandent 36% d'intérêt par année. Lincoln choisit une alternative moins coûteuse et demande au Congrès d'émettre l'argent. Les billets sont appelés greenbacks et ne sont pas garantis par de l'or mais par le crédit du gouvernement des États-Unis. Avec cette solution, le gouvernement ne paie pas un sou d'intérêt aux banquiers privés. L'assassinat de Lincoln est relié aux banquiers qui voulaient avoir le contrôle de la monnaie. C'est la même chose avec John F. Kennedy, car il voulait réintroduire des obligations du gouvernement plutôt que des obligations de la Réserve fédérale.
La Constitution des États-Unis mentionne que le Congrès doit émettre la monnaie et en réguler la valeur. Congress shall coin the money, the currency, and regulate the value thereof. Si vous demandez aux gens sur la rue qui émet la monnaie, ils vont vous répondre que c'est le gouvernement. C'est la raison pour laquelle tout ce mensonge fonctionne. Les gens savent intuitivement que c'est le gouvernement qui devrait émettre la monnaie. La réserve fédérale n'est pas fédérale et n'a pas vraiment de réserve. Dans l'annuaire téléphonique, vous ne la trouverez pas dans les pages bleues du gouvernement. Elle est citée dans la section Affaires, juste après Federal Express. Les gens qui traitent les théoriciens de la conspiration de théoriciens de la conspiration ne sont pas les théoriciens eux-mêmes. Nous parlons de faits. Le groupe Bilderberg existe. La réserve fédérale existe. Les membres du groupe Bilderberg sont ceux qui contrôlent la réserve fédérale. Voilà des faits. David Rockefeller a remercié les médias en personne pour avoir étouffé toute l'affaire. Il a dit « Sans votre aide, nous n'aurions pas pu mener à terme notre expansion mondiale. Ils conspirent pour éliminer les États-Unis tels que nous les connaissons, simplement en faisant disparaître notre identité nationale. » Pourquoi les principaux médias ne parlent pas de ces choses? Pour répondre, il faut savoir à qui appartiennent ces médias. Si on regarde la liste d'invités aux réunions du groupe Bilderberg, on peut y voir Katharine Graham, la propriétaire du Washington Post. Il y a aussi Conrad Black, qui est un magnat de la presse au Canada et en Europe. Il a lui-même organisé l'une de ces réunions il y a quelques années. Chaque année, ils se rencontrent en secret. Et il y a un blackout total de la presse. Aucun de ces journaux ne rapporte ce qui s'y passe. Dans notre pays, la presse est le quatrième pouvoir. Vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif du gouvernement. Puis vous avez la presse, qui a le devoir de garder un œil sur les trois autres. Si les dirigeants des trois autres pouvoirs travaillent de concert avec les dirigeants du monde entier pour déterminer les politiques économiques, les guerres et les droits humains, alors la presse a la responsabilité de s'ingérer pour informer le peuple. Il y a quelques années, en 1997, la femme du président a assisté à l'une de ces rencontres en Géorgie, et quelques journaux locaux l'ont mentionné. La première dame des États-Unis en réunion avec des personnes qui veulent possiblement contrôler le monde. Ça aurait dû faire la une de tous les quotidiens. Les banquiers internationaux constituent le cinquième pouvoir et ils ne pourraient rien accomplir sans le contrôle des médias électroniques. Ce qui les dérange le plus, c'est la montée d'Internet, du câble et de toutes ces émissions de télévision ou de radio qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont besoin de ce contrôle, sinon ils n'arriveront pas à leur fin.